Je crois qu'on peut commencer. Mais merci d'être venu à cette session. Alors, je vois que le web a l'air de marcher puisque vous êtes tous très nombreux. En plus, on refuse des gens. On se croira en boîte de nuit. Je me présente. Je suis Romain Linsola. Je travaille pour la Société Générale. Vous en seriez douté. J'ai finalement franchi mon cap des 1000 followers, mais n'hésitez pas quand même à suivre mon compte Twitter. Alors, pour beaucoup, le développement web, ça ressemble à ça, c'est-à-dire une jungle où on a en fait la chance, avec des gros guillemets, d'avoir des frameworks tous les jours, ou presque. Et c'est malheureusement pas faux. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas faire un petit peu un panorama, alors bien évidemment pas du tout exhaustif, de ce qui va être intéressant de suivre cette année. Alors, j'ai fait quelques choix, j'en ai fait 6 essentiellement. Alors, on pourra me reprocher dans quelques mois, ah oui, mais t'as pas montré ça, ou alors t'as montré ça, c'est déjà mort. Bah, je m'en excuse, mais je suis pas devin, je suis juste un développeur. Mais il y a des choses qui sont très intéressantes et je m'en mettrai presque ma main à couper qu'ils seront là encore à la fin de l'année. Alors, justement, on va commencer par quelque chose une valeur sûre, qui est ECMAScript 6, que vous connaissez sans doute. Alors un petit rappel, ECMAScript en fait c'est une sorte de spécification qui est entre autres implémentée par un certain langage que vous connaissez tous, JavaScript. Et ça a quand même 18 ans, l'âge où on fait le con, c'est pour la rime. C'est donc il y a eu pas mal d'évolutions au début, puis après la version 4 est arrivée à la poubelle. Et puis on a aujourd'hui nos navigateurs fonctionnent sur du ECMAScript 5 et au ECMAScript 6 c'est donc prévu pour cette année. Alors elle est quasiment figée, mais on va le voir, c'est pas encore complètement fini. Donc elle devrait sortir en milieu d'année. Alors en fait ça va nous apporter un certain nombre de choses dans le langage donc JavaScript essentiellement, les classes. Alors attention, il ne faut pas se méprendre. Hein. Les classes existent déjà en JavaScript. C'est le fait de pouvoir les écrire comme ça. Alors ceux qui font du TypeScript vont pas être trop déstabilisés, mais donc là je vais écrire ma classe avec un constructeur, ce genre de choses. Une autre chose que vous connaissez sans doute, c'est ce fameux var qu'on définit un endroit et puis après lui il décide de se taper l'incruste et du coup il va, même si on le définit dans une boucle, le var va être va être encore défini en sortie de cette boucle. Et on a let qui vient remplacer ce problème-là. Donc là, dans ce petit code, on voit que on définit A et B comme valeur 42 en tout début de programme. On a une petite donc un bloc if où on redéfinit A et B, mais cette fois-ci B, on le définit avec le mot de clé let. Et en fait, on va voir que tout simplement, une fois qu'on sort, ce méchant var va avoir changé la valeur de A, mais pas de B, puisque le B, on l'aura défini en let. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ça peut être très pratique, justement, quand on veut faire une boucle for ou ce genre de choses. On a aussi des constantes. Alors la constante permet de définir une constante qu'on peut changer, mais en fait, ça n'a aucun impact, puisque la valeur 42 restera 42, puisque de toute façon, c'est la réponse. String interpolation. Super accent, merci. On voit comment ça fonctionne. En fait, c'est des chaînes de caractères. Alors, on pouvait les définir avec un simple quote ou un double quote. Maintenant, on pourra les définir aussi avec un petit tick que vous connaissez bien si vous faites du markdown, par exemple. Et ça, l'avantage, c'est qu'on pourra mettre directement des valeurs dans nos templates. Et ça peut aussi être utilisé pour des fonctions. Il y a une qui est pas mal, que vous connaissez aussi peut-être si vous faites du CoffeeScript, c'est le arrow function, ou le fat arrow, selon la façon dont on veut. En fait, ça nous permet de simplifier le code, plutôt que d'écrire comme c'est écrit dans le commentaire avec un function de quelque chose, on va pouvoir l'utiliser directement. Alors, c'est un peu plus que simplement remplacer le mot function, parce que quand je vais faire quelque chose avec un set intervalle, donc cet intervalle, le 10, normalement, quand on l'appelle, n'est plus l'objet qu'on pensait, ne fait plus référence à l'objet qu'on pensait auquel il ferait référence. Mais en fait, justement, le fait d'utiliser le arrow function, lui, va se charger de bien mettre la bonne valeur pour le 10. Donc, du coup, on n'a plus trop ce problème. C'est un problème de moins à se soucier. Alors bon, je ne vais pas passer mon temps parce qu'on préfère la conférence directement sur ECMAScript 6, mais on a standardisation des promesses, une syntaxe for off, parce que le for in que vous utilisez, en fait, on aura l'index et non pas la valeur de ce qu'on est en train d'itérer. Les modules, des nouvelles structures de données, etc. Alors, aujourd'hui, donc ça, c'est le support par les navigateurs. Alors, bien évidemment, vous ne voyez pas le détail. Ce qui saute aux yeux, par contre, c'est la couleur.
Donc rouge, hein, je vous le fais vite, c'est quand c'est pas supporté. En gros, on va être dans du support natif par les nouveaux navigateurs d'ici la fin de l'année sans doute. Donc pour l'instant, on ne peut pas utiliser de l'ECMAScript 6 directement dans le navigateur. Donc on va transpiler. Et on va aussi transpirer beaucoup, mais ça c'est quand on développe. Donc les transpilateurs, les principaux, c'est Babel, qui était connu aussi sous le nom de 625, Tracer de Google, qui est utilisé par Google justement dans Angular. Et sur Babel, en fait, vous avez la possibilité de tester directement. En fait, il vous transforme votre code ECMAScript 6 en quelque chose qui est compréhensible par nos navigateurs. Donc là, on avait le arrow function dont je parlais tout à l'heure. Donc on voit effectivement que la fonction s'affiche ici. Le for let, alors lui, enfin le for off, pardon, il est un peu plus mastoc. Donc vous voyez, si vous vouliez vraiment faire un vrai for off, c'est un petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Et puis vous avez aussi les classes que vous pouvez implémenter et tester. Et donc là, il va créer votre classe. Donc ça, vous allez sur babeljs.io et puis vous avez directement une possibilité de tester ce que ça va donner. Hop. Alors, on va passer à autre chose maintenant. Une autre valeur sûre. Vous avez sans doute déjà vu des conférences comme celle d'Horatio, par exemple, sur les Web Components. Alors pourquoi les Web Components? En fait, c'est un peu à cause de ça. Vous les reconnaissez bien, c'est les balises HTML qu'on a sous la main quand on fait du HTML. Alors HTML5 a rajouté un certain nombre de balises, celles qui sont en vert. Mais par contre, ça ne nous suffit pas. Donc ce qu'on va faire en général, c'est des bidouilles comme ça, c'est-à-dire je vais écrire avec des divs, des UL, des LI, enfin de ce genre de choses. Je vais mettre un peu de classe CSS, parfois je vais mettre du JavaScript. Et puis donc là, c'est en fait tout simplement des tableaux à onglets par Bootstrap. Alors ça marche, ça fait son boulot, mais c'est vrai que c'est très verbeux pour finalement pas grand-chose. Et clairement, on préférerait avoir quelque chose de ce goût-là. Et les Web Components, c'est entre autres destiné à ce genre de problème. Et les Web Components, ça permet donc de créer ses propres balises HTML et de les utiliser dans d'autres projets. Et ce qui est bien, c'est que c'est un standard du web, ou plus exactement un standard qui est en train d'écrire un ensemble de standards. Donc Shadow DOM, Template, HTML import et Custom Elements sont peut-être des choses qui vous parlent. Donc juste comme ça, qui a vu déjà un truc sur les Web Components ou Polymer à Devoxx France ici? D'accord, donc près de la moitié à peu près. Alors, les implémentations principales, même si on peut le faire à la main, c'est pas super quand même. On a Google Polymer, sans doute la plus connue et la plus utilisée pour l'instant. Bosonic, Mozilla aussi, une version qui existe. Et IBM avait présenté l'année dernière Delight. Et alors bon, c'est pas encore tout à fait prêt pour la production, même si par exemple Chrome gère pas mal, les toutes dernières versions de Chrome gèrent pas mal les différents standards que j'ai cités juste avant. Par contre, par exemple, la librairie Polymer est très très variable. Donc d'une version à une autre, ça peut casser votre code. Moi, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois de faire une démo, de la rejouer et de la réécrire le code parce que Chrome s'était mis à jour ou tout bêtement, j'ai fait un petit Bower update sur mon polymère. Et en gros, c'était pas top. Alors une petite démo. Alors ceux qui étaient là hier sur Angular 2 vont pas être trop dépaysés. Donc le but là, c'est que je vais faire une démo de ce genre de choses, une petite to-do list assez simple. C'est pas super original, mais au moins ça marche. On voit un peu les concepts. Donc là, on part d'une feuille blanche, ou presque. Et alors, donc dans ma page principale, celle qui montre en fait où il y a le header et le bas de page, j'ai créé un tag qui s'appelle to-do list. Et j'ai fait ici un import donc d'un fichier qui s'appelle to-do list polymer, qui est vide. Alors, heureusement, je tape à peu près rapidement. Hop. Alors, j'agrandis un petit peu. Alors ici, il n'y a rien de magique pour l'instant. Donc je fais un import de polymère parce que je vais avoir quand même besoin de la librairie polymère. Polymer element dit simplement que je vais définir ici un polymer element qui s'appelle to-do list, donc ce que j'écrivais dans ma page principale. Après, j'ai deux blocs. J'ai la partie template qui va être donc là où je vais définir mon HTML qui sera vraiment particulier, spécifique à mon composant. Et puis la partie script où je vais pouvoir définir certaines petites choses. Donc là, entre autres, je vais avoir ma liste de tâches. Le remaining, ça me permet du coup de définir
combien de tâches sont restantes dans ma to-do list. Alors là, bon, les premières lignes, c'est juste pour importer du CSS, donc ça, c'est pas très important. Alors là, on se retrouve un petit peu à une syntaxe assez proche d'Angular, avec donc cette syntaxe double crochet ou syntaxe moustache. Et donc là, je vais pouvoir effectivement lui dire mon task, tu regardes combien il reste d'éléments avec le remaining, et ainsi de suite. Alors là, je vais du coup vouloir itérer sur ma liste de tâches. Donc ce que je fais, c'est que j'ai un template repeat. Pardon, ici. Donc c'est un peu le ng repeat de Angular. Là, c'est cette syntaxe-là qui me permet d'utiliser, de récupérer l'objet donc de ma tâche plus son index. Et ensuite, ici, j'ai la possibilité de lui affecter des classes selon que la tâche est terminée ou pas. Hop. J'ai la possibilité aussi d'utiliser des templates if, c'est pour définir quand est-ce que je veux afficher un bouton pour terminer ma tâche ou au contraire la réouvrir. Alors, ici, on va du coup gérer l'événement du clic sur ce bouton. Donc je vais appeler une fonction changeState, sauf que cette fonction changeState, je vais l'écrire ici. Non, changeState a besoin d'un attribut qui va être l'ID, et donc je vais lui définir dans mon bouton, je vais définir un attribut qui s'appelle DataTaskID et qui est l'index tout simplement dans mon tableau. Donc cet ID, je récupère la tâche, je lui change sa valeur. Alors après, il y a une petite chose par exemple, qui fonctionne sur Firefox, mais pas sur Chrome, ce qui est bizarre. Plutôt que ça fonctionne sur Firefox, c'est ça qui est bizarre. En fait, on a, pour détecter des modifications dans des objets, on a quelque chose qui va arriver dans ECMAScript 7 qui s'appelle object.observe. En gros, tout simplement, on lui dit, sur un objet, s'il y a des modifications d'une propriété, par exemple, tu exécutes une fonction que je te donnerai. Et donc là, en fait, on s'imagine que tout simplement, si j'ai une propriété qui change dans mon tableau, eh bien, il va mettre automatiquement à jour le nombre de tâches remaining, donc de tâches en reste à faire. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'en fait, la propriété qui change, c'est une propriété dans un objet qui est dans un tableau. Or, l'object.observe sur un tableau ne fonctionne que si on fait des manipulations, genre ajouter ou supprimer un élément. Donc du coup, en fait, je vais la rappeler l'object.getNotifier sur mon tableau pour lui dire effectivement, là, il y a eu un objet qui a été modifié, donc prends en compte cette modification. Et donc, hop. Je lui rajoute un petit bouton, là il n'y a rien de bien particulier. Et enfin, le bouton qui permet d'ajouter, ça m'appelle une fonction addTask. Et addTask, on notera juste une spécificité ici, c'est l'utilisation du tis.$.taskName. Donc ça veut dire tout simplement, cherche-moi dans mon template, dans mon Shadow DOM, l'élément ID taskName, et tu vas lui prendre sa valeur et puis tu vas l'ajouter. Donc si j'ai rien oublié dans ma démo, voilà, donc là j'ai rechargé, donc là j'ai bien mes 3 éléments, et on voit qu'effectivement quand je clique, le nombre de remaining se diminue. Et si je reclique, ben forcément. Et si j'en rajoute, bon ça marche. Bon, c'est bien. Alors voilà, bien évidemment, cette démonstration est relativement simple, mais ça montre déjà un petit peu comment va fonctionner l'implémentation par polymère. Les autres implémentations ne sont pas forcément très très différentes, mais bien évidemment, il y a pas mal de petites choses qui vont varier. Mais voilà, on voit effectivement que c'est relativement simple. Par contre, on va pouvoir toujours critiquer en disant, mais attention, en gros, le Shadow DOM, donc le HTML que je mets dans mon composant, finalement, c'est une boîte noire et je ne sais pas trop comment je vais pouvoir agir. Bon. Après, on n'a pas toujours des gens heureux. Alors, dans une autre catégorie maintenant, une catégorie, comme tout le monde va en parler, autant en parler aussi. Et d'ailleurs, j'en ai parlé hier. Donc, c'est Angular 2. Rappel Angular 2. Donc, ceux qui étaient là ne vont pas découvrir de nouveaux slides, mais bon,
il faut pas réinventer la roue. Hein, non. Donc Angular, c'est un framework qui est apparu en 2009 pour sa première release. Google, après, a sauté dessus parce que ça l'intéressait beaucoup. Et après, depuis 2012, on a à peu près une release par an, une à deux releases majeures par an. Et là, donc, ils ont annoncé une version 2.0 qui allait tout casser en fin d'année dernière, qui sera normalement disponible en 2016. Donc aujourd'hui, on a une version 13 alpha, donc ça plante. Mais voilà, on a quand même un premier aperçu. Alors c'est vrai que du coup, Angular avait un gros avantage, c'est qu'il avait créé une communauté autour de ce framework. Il avait réussi aussi quelque chose d'assez fantastique, c'est d'amener des gens qui n'aimaient pas le JavaScript à faire du JavaScript. Et bon, ils aiment pas forcément toujours, mais au moins ils en ont fait. Ils ont pu le mettre sur le CV, c'est bien. Mais du coup, ce qui est un peu paradoxal, c'est que même s'ils ont réussi à un peu écraser la concurrence, ils ont dit non, c'est marrant, mais on va tout recommencer. Donc on va faire comme dans un épisode de Game of Thrones, c'est-à-dire qu'on va tuer à peu près tous les concepts de la V1. Donc par là, hein, si vous avez qui fait de la V1 ? D'accord, donc 40% à peu près. Qui fait de la V2 ? Non, j'en ai fait que pour la démo, vous inquiétez pas. Donc tous les concepts un peu de la V1 vont disparaître parce qu'ils ont dit on a besoin pour X et Y raisons de repenser tout le framework. Et donc on va repenser comment on injecte les dépendances, comment on fait le templating, comment on fait le routage, etc., etc., etc. Et donc forcément ça n'a pas forcément plu à la communauté, mais après les raisons sont bonnes, sont mauvaises, mais bon, c'est la vie. Donc, petite démo. Là, encore une fois, on va faire une to-do list. Hop. Une to-do list vide. Alors, on va supprimer ça. Donc ça, je vais ouvrir les trois. Donc ça, c'est ma première page qui contient toujours pas grand-chose d'intéressant, juste le header et le footer. Et je vais faire donc une to-do app, donc encore un peu une directive, on pourrait dire si on parle de la V1. Après, on va appeler system.js pour charger Angular 2 et aussi mon application, donc to-do app.esi. ES6, ça fait référence, personne ne suit, c'est bien, à ECMAScript 6. Donc voilà mon code de ma to-do list. Donc la première chose, c'est faire un import, donc injection de mes dépendances. On va agrandir un peu. Donc je vais avoir besoin, alors je l'ai dit, c'est de la version alpha, donc potentiellement il y a plein de choses qui vont changer dans les mois prochains. Par exemple là, je suis obligé de lui dire, je vais avoir besoin de for et if, qui sont quand même des choses assez centrales dans mon framework. Donc c'est vrai que si je pouvais éviter de faire ça, imaginez que vous deviez faire ça en Java, vous seriez un peu pas content. Surtout qu'on ne peut pas mettre étoile, enfin, pour l'instant. Après, je vais construire une classe to-do-app. Pour information, il y a quelques mois, Google avait dit, nous, non seulement on recrée tout le framework, mais en plus on vous fout un nouveau langage qui s'appelle ATScript. Et tant pis pour vous. Et puis finalement, ils ont dit, ATScript, on va le merger avec TypeScript, qui est un langage de Microsoft, qui est une surcouche donc à JavaScript, qui permet entre autres de faire du typage des variables ou des fonctions, de faire des classes avant que ECMAScript 6 arrive, etc. Donc là, en fait, c'est du ECMAScript 6, mais bon. Donc là, j'ai ma classe avec mon constructeur. Donc là, on revoit effectivement un peu les notations qu'on a pu voir tout à l'heure dans les slides de ECMAScript 6. J'ai mon constructeur, mon remaining, mon add task et mon change state. Donc là, il n'y a rien de particulier, à part l'écriture si vous ne connaissez pas trop ECMAScript 6. Et puis on bootstrap cette petite chose-là. Donc, et après, il faut que je donne un petit peu, que je définisse un petit peu la tuyauterie de Angular 2. Donc j'ai besoin de définir des décorateurs, donc des annotations, si vous préférez. La première, ça définit un composant, donc ça veut dire que ce que je suis en train d'écrire ma classe, ça fait référence à ToDoApp, que j'ai défini dans mon index.html au début. Ensuite, j'ai besoin d'un template, parce que je vais avoir du code HTML à écrire. Et là, vous allez pleurer. Ensuite, ça, c'est pas super non plus, donc j'espère qu'ils le vireront, mais c'est là où je vais avoir besoin de mon for et de mon if, donc je vais les réinjecter dans ce template. Le template, justement, donc là c'est du HTML, vous connaissez, on s'en fiche.
Là, on a, bon là, il n'y a pas de nouveauté si vous faites de la V1, donc toujours cette syntaxe moustache. Croire que les développeurs sont des moustachus et des barbus, hein, mais bon. Non, hop, vite, pardon. Alors, c'est là que ça commence à être un peu attaché un peu. Donc j'ai commencé avec une syntaxe crochet, donc qui me permet de dire, donc j'ai mon objet, je veux ajouter la classe done à ce div uniquement si la condition derrière est vraie, donc c'est un peu l'équivalent du ngClass. Ensuite, j'ai une syntaxe avec une étoile for, donc c'est là où j'ai besoin d'injecter mon for, parce que si je le fais pas, il sera ignoré. Donc mon for, donc c'est le ngRepeat de Angular 1, donc tout simplement je vais itérer sur mon objet task, je vais créer un objet qui s'appelle task avec un dièse devant, et puis après je vais avoir mon index derrière ici défini. Bon là ça va encore, bon j'ai toujours la syntaxe double moustache. Après, bon, là, on retrouve la même syntaxe pour le if, qui est donc étoile if, pour dire est-ce que ce bouton est affiché ou est-ce qu'il ne l'est pas. Nouvelle syntaxe, pour ne pas changer, avec les parenthèses, pour dire ceci est un événement, qui est click, donc le ng click. Et donc là, quand tu cliques sur ce bouton, tout simplement, tu appelles cette fonction change state. Et parce que vous vouliez une dernière syntaxe, hein, sinon c'est pas drôle. Donc là, le bouton, enfin le div avec le clic, ça on s'en fiche. Par contre, mon input, qui est ici pour pouvoir ajouter une tâche, hop là. Je vais devoir avoir un modèle, et du coup le modèle, j'ai le dièse ici directement. Donc là, vous voyez, j'ai 35 lignes de code et encore j'ai des sauts de ligne. J'ai déjà 4 syntaxes différentes. C'est pas forcément génial. Il faut espérer qu'il y aura des modifications là-dedans. Alors bon, on verra ça. Du coup, la démo, le starting application, donc ça marche. Bon, c'est bien, ça marche comme au quickie hier. Donc voilà. Donc voilà. Alors bien évidemment, c'est encore du code alpha. Donc comme je vous dis, ils sont pas figés sur la syntaxe. Il y a beaucoup de discussions. Et par exemple, quand j'ai commencé à écrire la démo Angular 2 il y a 15 jours, j'étais pour l'itérateur, c'était un for each. Et puis après, ils ont dit, finalement, comme en ECMAScript 6, on a la syntaxe for off, autant l'utiliser directement dans les templates. Alors pourquoi pas, par contre, bon, avec les étoiles, c'est un peu crado. On verra après, on verra peut-être que ça changera. Donc voilà, Angular 2. Alors après, on a autre chose encore. Alors celui-là, vous le connaissez déjà peut-être mieux, React. Donc React, c'est un framework qui a été sorti par Facebook en 2013. Alors sa particularité déjà, c'est qu'il est il est destiné uniquement à la partie vue. Donc on va pas faire une application entièrement avec du React, même si je vais faire exactement l'inverse de ce que je dis dans la démo après. Le but étant vraiment en fait de se concentrer sur la partie frontale, enfin le front du front. Donc il va falloir en général le coupler avec autre chose, souvent du Backbone ou de l'Angular. Peut-être pas encore Angular 2. Hein. C'est du JavaScript isomorphique, c'est-à-dire qu'on pourrait l'exécuter côté serveur ou côté client. En fait, il y a 2 points qui sont vraiment intéressants sur React. Le premier, c'est qu'il faut le voir finalement comme une fonction qui va prendre un état de vos composants React et qui, pour un même état, va toujours donner le même rendu. Donc ça, c'est intéressant. Et la deuxième chose intéressante, c'est qu'il va travailler sur le DOM virtuel. Alors qu'est-ce que le DOM ? Le DOM, vous le connaissez. Le DOM, c'est un gros problème, c'est qu'il est assez lent à gérer. Et du coup, le parti pris de React, c'est de dire, on va faire un DOM virtuel, donc on va abstraire ce DOM. Et quand on a besoin de faire des modifications dans le DOM réel du navigateur, on va dire, on va faire les modifications, mais les modifications minimales. Ce qui fait que du coup, on a des gains de performance. Alors c'est toujours discutable parce que parfois on va dire, oui, mais regarde mon code Angular 1, il est très mal fait, donc du coup, il va être très très lent, etc. Il y a toujours moyen de bidouiller. Mais ça, je dirais que c'est comme tous les frameworks. Tant qu'ils ont de la magie, c'est bien, mais à un moment, il faut toujours regarder derrière la magie comment c'est implémenté et se dire que en faisant quelques bidouilles du framework, pas forcément des bidouilles crades, mais quand on comprend bien comment fonctionne le framework, on peut très bien faire en sorte que le framework soit réactif et performant.
Donc, il y a un langage, enfin une syntaxe plutôt, introduite par React qui est le JSX. Donc, en fait, c'est un peu ce genre de choses. Ça ressemble un peu à du XML. En fait, c'est du HTML directement dans le JavaScript. Et ça nous permet justement de définir comment on va créer notre Virtual DOM de notre composant. Alors, tiens, une démo. Devinez ce que je vais vous faire en démo. To-do list? Ah, bravo. Oui, bon, je me suis pas foulé, mais l'avantage, c'est qu'au moins, ça permet de comparer un petit peu. Alors là, mon code, il va pas forcément être le plus beau du monde. Le but, c'était essentiellement de montrer comment on fait un peu du React rapidement. Mais clairement, si on devait amener cette to-do list en production, déjà, on prendrait un designer parce que c'est moche. Et ensuite, on ferait sans doute quelques petites modifications. Alors. Donc je repars d'une feuille blanche. Donc la première chose, c'est que je vais créer un to-do app qui est donc un premier composant créé par React, donc React Class. Et après, je vais lui dire, tu vas me faire le rendu de to-do app. Donc to-do app fait référence bien évidemment à mon to-do app. Et ici, ça veut dire tout simplement où est-ce que je vais placer ce composant. Donc dans ma page, j'ai ici un div avec un ID task. Donc c'est là où il va aller le placer. Alors, en fait, les composants React ont des propriétés qui sont immuables. Alors bon, JavaScript immuable, ça n'a pas trop de sens. Du coup, on peut très bien les changer, mais c'est pas le but. Ce qui a vraiment d'intéressant, c'est quand on veut changer un état, c'est de gérer l'état de composants. Et ça se crée par un get initial state. Donc mon initial state, en fait, je vais lui mettre des objets dont task, qui est ma tâche, contenant du coup toujours mon nom et mon flag done. Et après, je vais pouvoir lui rajouter. Donc ça, c'est la fonction pour rajouter une tâche. Bon, on peut critiquer mon code, il n'y a pas de problème. Toggle task, encore une fois, c'est pour changer la valeur d'une tâche. Hop, alors je suis là. Oups, pardon, c'était le. La prochaine fois, je prendrai peut-être autre chose que des index pour mes live templates. Après, donc j'ai là, je suis toujours dans ma classe. J'ai normalement, j'aurais pu séparer par fichier, ça aurait été plus propre, mais bon. J'ai une fonction qui s'appelle render. Vous vous doutez de ce qu'elle va faire. Donc, elle va retourner. Là, on voit mon JSX. Je vais, donc on a effectivement la possibilité d'appeler directement des objets qui sont dans mon état. Donc je lui dis, voilà, là c'est le nombre d'éléments dans mon état et le remaining que je vais calculer. Et après j'ai éventuellement la possibilité de lui définir des onClick. Alors là ils ont préféré utiliser une syntaxe simple moustache. Bon, c'est des choix. Et après, du coup, toujours dans ma fonction render, en fait, je vais pouvoir lui donner des fonctions, par exemple, compte-moi le nombre de remaining. Donc là, j'ai utilisé un reduce, j'aurais pu faire un filter comme dans les autres. Et là, je vais lui dire mes items qui sont affichés ici. Mes items, en fait, c'est tout simplement, tu vas prendre ma liste d'objets, de tâches, et pour chacun d'entre eux, tu vas retourner un objet qui s'appelle task, donc une balise HTML que je dois, enfin JSX, que je dois du coup créer moi-même. Faut pas que je mette des index, vraiment. Donc là, je vais créer une nouvelle classe. Et j'ai ma tâche, j'ai ma fonction render qui va me permettre d'afficher vraiment chacune des tâches. J'ai un petit utilitaire proposé par React qui s'appelle classSet qui me permet d'éviter de faire j'ai une liste ou une chaîne de caractères qui est l'ensemble de mes classes CSS, je vais ajouter, je vais supprimer, etc. Lui, il va reprendre un peu le concept qu'on connaît déjà sur ngClass en Angular. Donc tout simplement, j'ai des variables, je lui dis cette tâche, cette classe CSS task, tu vas toujours me l'ajouter, et puis done, tu me l'ajouteras uniquement quand telle condition sera vraie. Donc ça, c'est plutôt utile. Voilà, pour suivre, on était à... Voilà. Donc là, après, tout simplement, je vais afficher, je vais lui dire les variables que j'ai définies ici, donc par exemple div class,
je vais pouvoir ensuite l'utiliser en bas pour le class name. Alors on notera juste la petite différence, ici on ne met pas class mais directement class name. Et puis voilà, donc ça c'est... bon alors bien évidemment, je pense que si on devait partir en production, on ferait le code un petit peu plus propre. Et en plus, je me suis trompé, j'ai mis mon truc un tout petit peu au-dessus, c'était ici. Voilà. Heureusement, un TIJ voilà, m'a dit que j'avais une erreur. Donc un TIJ, c'est bien mangeaison. Et donc si j'ai rien oublié, voilà encore une superbe to-do list. Hein, moi aussi, je fais appel à un designer si jamais il y en a pour mes prochaines démos. Et donc ça marche, c'est plutôt bien. Alors, Ionic Framework, je ne sais pas si vous avez vu il y avait aussi des confs ou des hands-on sur Devoxx France sur Ionic. Qui c'est qui est allé faire des choses comme ça? Alors, Ionic, en fait, c'est basé sur Cordova. Ça va vous permettre de créer des applications hybrides pour les mobiles. Alors, l'avantage, c'est que ça utilise Angular, donc c'est quelque chose qui est assez connu, Angular, et utilisé. Et en plus, ils ont déjà prévu de faire un support de Angular 2, donc c'est un projet qui s'inscrit vraiment sur le long terme. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a la possibilité de démarrer un projet très rapidement. Donc, on installe avec npm Cordova et Ionic. Et ensuite, on va pouvoir dire start avec un name, donc le nom de l'application. Le template, donc il y a quelques templates qui sont fournis par défaut, comme par exemple pour avoir un menu sur la gauche ou ce genre de choses, pour ne pas démarrer de vide. Ensuite, on va pouvoir lui demander d'ajouter une plateforme, donc par exemple iOS pour Android, ou alors Android. Et après, je vais pouvoir directement faire soit un serve pour pouvoir débugger sur mon navigateur Chrome, par exemple, ou alors je vais pouvoir lui dire émule-moi un iPhone. Alors, je vais tenter. Alors, je ne sais pas trop si le Wi-Fi va être au top. On va essayer quand même. Alors donc en fait, on va dire, donc ça c'est le nom de mon projet. Et après, je vais par exemple lui dire avec un tabs, donc ça va me permettre d'avoir une petite application, je crois que c'est de chat par défaut, et avec quelques petits onglets. Donc je vais vous dire que normalement on arrive à ce résultat. Parce que du coup, en fait, il télécharge des trucs sur Internet et le Wi-Fi n'est pas forcément au top. Et après, normalement, une fois que j'ai fait cette commande plus après le add platform, enfin plateforme add iOS, je peux faire un emulate iOS. Et donc là, il me fait un émulateur iPhone. Et donc ça, c'est mon application, donc elle va se charger. Et donc ça, c'est l'application par défaut. Donc là, vraiment, j'ai juste lancé 3-4 commandes dans ma console. J'ai ça déjà à disposition. Donc j'ai effectivement, j'ai pris le template tabs, donc c'est les tabs, les onglets qui sont en bas. Il y a quelques fonctionnalités, donc c'est pas mal. Voilà, donc ça permet déjà de partir de quelque chose qui est assez, enfin qui existe. Est-ce qu'il a fini lui? Bon, après en fait, je fais un plateforme. Voilà. Bon, là aussi, il va encore télécharger des trucs. Beaucoup moins que Maven ou NPM, donc c'est bien. Alors, après, normalement, qu'est-ce que ça donne? Alors, donc celle que je vous ai montrée en backup, c'était celle-là. Alors vous avez déjà en fait tout est prêt déjà pour que vous démarriez et que vous ne preniez pas trop la tête. Il peut gérer directement avec d'autres commandes comme Ionic Build. Il va pouvoir vous permettre de construire votre application. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc dans www, vous avez votre code. Alors vous avez ici l'index. Bon, après c'est de l'Angular, donc c'est plutôt appréciable quand on connaît déjà Angular. Alors moi, je vais pas trop me prendre la tête. En fait, je vais prendre, si je me trompe pas, c'était le premier onglet. Donc je vide ce qu'il y a dedans. Non,
Et il faut que je prenne aussi le JavaScript. Donc dans le contrôleur, donc ils ont. Alors bon là c'est un peu crado, ils ont mis tous les contrôleurs dans le même fichier. Hein, c'est pas forcément ce qu'on va conseiller. Là c'est de l'Angular 1, il n'y a pas de spécificité. Hein. Donc là dans mon scope, j'ajoute une tâche, enfin un objet tâche qui contient toujours mes tâches. Je vais peut-être agrandir un petit peu. J'ai ma fonction change state, remaining, add task, et dans mon ici donc j'ai rajouté donc encore une fois le nombre de tâches courantes, le nombre de tâches qui me restent, et donc ici avec le ng repeat, on remarquera juste que Ionic a aussi le bon goût de nous proposer certaines directives qui existent, enfin, qui vont permettre de créer des composants vraiment plus destinés à des mobiles, pardon. Et puis là, je vais rajouter aussi un petit div qui va me permettre de rajouter des nouvelles tâches dans ma liste. Et si je ne me suis pas trompé, que j'ai rien oublié. Bon. Donc là, si je relance mon émulateur. Voilà, donc du coup c'était bien sur le premier onglet, oui. Donc là j'ai ma liste de tâches et vous voyez que là du coup je me suis dit comme je vais faire quelque chose spécifique à l'iPhone, autant prendre les conventions de feu Steve Jobs, donc par exemple avec ces petits checkbox améliorés. Et la possibilité du coup d'ajouter des tâches. Alors vous voyez qu'en plus l'émulateur me permet, bon, bien évidemment ça ne remplacera pas un vrai test sur un vrai téléphone, mais ça me permet quand même de simuler certaines choses, et ça me permet de simuler des gestes, de secouer, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et après ça me permet effectivement de... C'est pas... Ah, bon, j'arrive pas à scroller. C'est pas grave. Bon, après, normalement, il est censé y avoir le titre en haut qui me donne le nombre de tâches restantes. Donc voilà, effectivement, avec Ionic, ça me permet d'avoir une base très solide avec assez peu d'efforts. Et si je regarde donc la commande, voilà, elle avait fini en erreur, donc j'ai bien fait d'avoir un backup. Mais bon, c'est pas grave. C'est le Wi-Fi qui est pas en forme. Hop. Alors, comme il fallait quand même au moins que vous appreniez quelque chose de nouveau, à part Angular 2, pour ceux qui n'étaient pas venus hier, je vais vous parler un tout petit peu d'Aurelia. Aurelia, c'est un framework qui a été créé par Rob Eisenberg. C'est une personne qui avait créé Durandal. C'est un framework aussi single page application. Il a été débauché par Google pour travailler sur Angular 2. Puis au bout d'un moment, ça lui a pas trop plu, donc il a dit je me barre et je vais fonder je reviens chez Durandal et je vais fonder un nouveau framework qui s'appelle Aurelia. Et alors lui, il dit, bon après bien évidemment c'est son discours, son but c'est de dire, nous on vise le long terme, on va se baser sur du ECMAScript 6 et même 7, on va utiliser les web components et bon ça c'est moi qui le rajoute, on va pas utiliser la syntaxe pourrie de Angular 2. Alors lui, il dit que c'est encore, que la version qui est sortie est en bêta. Donc en gros, on sent qu'il y a une petite guerre pour sortir le framework en premier. Je pense qu'il va gagner quand même. Après, je suis pas sûr qu'il gagnera la guerre de celui qui l'utilise le plus. Alors il y a donc sur Aurelia. Donc là, j'ai ma fonction, j'ai mis une section Aurelia App. Alors juste, on repasse sur ici, donc je pars toujours sur une base vierge. Et puis on va revoir effectivement aussi qu'on utilise à nouveau System.js. Alors lui, vous voyez aussi JSPM. JSPM, c'est un nouveau package manager, enfin nouveau. Donc voilà, si vous aimez le monde de JavaScript, vous allez apprendre les package managers, c'est Node. Ensuite, vous avez Bower. Ensuite, vous avez JSPM. Enfin, on a limite presque plus de package managers que de framework. Donc c'est un monde merveilleux. Alors moi, bon, je suis pas encore, j'ai pas encore trop d'avis là-dessus, mais après c'est vrai qu'apprendre à chaque fois des nouveaux paquets de managers, à chaque fois qu'on voit un nouveau langage, un nouveau framework, ça commence à saouler. Alors moi, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais faire une classe.
Donc je fais une classe, donc c'est de l'ECMAScript 6. Là-dessus, bon, il n'y a pas de grand chose de nouveau. Bon, j'utilise aussi une syntaxe, la syntaxe que je vous ai montrée tout à l'heure. Pardon, ça c'est. Tac. Oui. En fait, après, j'ai besoin, pour faire un petit peu plus les choses un tout petit peu plus proprement, mais ça, j'étais pas obligé. Je vais importer un to-do item. Donc, to-do item, ça va être un objet qui va représenter chacune des tâches. Le but étant de pouvoir avoir quelque chose comme ça. Donc, un new to-do item avec le label de la tâche, et éventuellement dire s'il est fini. Et pour ajouter une tâche, du coup, je vais avoir tout simplement, je vais dire si mon titre est pas défini, de toute façon, je vais pas l'ajouter. Puis sinon, je vais rajouter un new to-do item dans ma task. Et to-do item, c'est tout simplement une classe comme ça avec. Alors ça, j'en avais pas parlé. ECMAScript 6 intègre aussi la possibilité de définir des valeurs par défaut. Donc là, par exemple, je lui dis, donne si quand je crée un nouveau to-do item avec un seul argument, je vais lui affecter le name, mais par contre, le flag done, il vaudra faux parce qu'il n'a pas donné de... Et c'est ce qui était effectivement dans ma classe ici. La première et la troisième n'ont pas de ce deuxième paramètre, donc du coup, ça vaut faux par défaut. Donc c'est plutôt sympa. Et dans la partie vue, j'ai un template. Alors, on va agrandir un petit peu. J'ai un template, donc là j'ai là une syntaxe que vous connaissez sans doute aussi bien, le dollar avec les accolades, donc pour dire le task.length et le remaining. Là, je vais ensuite pouvoir itérer. Alors lui, du coup, il a une syntaxe un peu unique, mais bon, ça va être écrit comme ça. Donc par exemple, on a le repeat.for, donc task of task. Après, on peut faire exactement ce genre de choses comme en Angular, si on le souhaite. Ensuite, pour les clics, je peux faire un click.delegate. Donc le task.changeState. Du coup, ma tâche va changer d'état. Et après, pour ajouter une nouvelle tâche, je vais ici avoir, donc j'ai le value.bind, donc c'est pour ceux qui font de l'Angular 1, c'est l'équivalent du ng-model. Donc je lui dis new task, ça vaudra ce qui est rentré par l'utilisateur dans le input. Et après, dans le click.delegate, add new to do avec le new task en question. Et donc là, si j'ai rien oublié, alors oui, juste par contre là, il faut que alors là, j'ai pas mis un watcher, donc il faut que je relance le Gulp. Donc Gulp, si vous ne connaissez pas, c'est un build manager, enfin un task manager en JavaScript, un peu comme Grunt, mais différent. Ce qu'il y a de bien dans le monde JavaScript, c'est qu'on a le choix. Et donc Aurelia, voilà. Donc là, on a effectivement la possibilité, d'ajouter. Donc voilà, ça marche. Hop. Voilà. Bon, comme on arrive un peu à la fin, on va faire un petit résumé rapide. Donc 2015, c'est une année qui va être pleine d'excitation parce qu'il y a plein de nouveaux frameworks. Et ça va être aussi une année de frustration parce qu'il y a plein de nouveaux frameworks. Donc forcément, on va réapprendre à plein de choses. Par contre, il y a quand même deux choses qu'il faut vraiment retenir. C'est l'arrivée en force d'ECMAScript 6, même si nos navigateurs vont supporter qu'à la fin de l'année, il ne faut absolument pas hésiter à s'y mettre, parce qu'il y a plein de nouveautés intéressantes, il y a plein de choses bien dedans, et de toute façon, après, vous pouvez transpiler en ECMAScript 5. Et puis les web components aussi qui sont utilisés, on l'a vu par exemple maintenant, même s'il y a des différences, Angular 2 ou Aurelia s'orientent très clairement sur ces choix-là. Et juste, si jamais vous avez besoin de voir un petit peu si vous avez bien retenu ce que j'ai dit, j'ai créé un quiz sur Quizy, qui est développé par nos amis de Ninja Squad, que vous pourrez féliciter si vous allez à MixIT la semaine prochaine. Et c'est bit.ly/dvxfr15-web. Voilà, je vous remercie. On a peut-être un peu
Je pense qu'on a un peu de temps pour les questions. Pas le...